La parole est maintenant à Monsieur Loïc Hervé pour le groupe Union Centriste. 8 minutes maximum, chers collègues. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les ministres, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, pour la première fois depuis plus de 12 semaines, nous avons le plaisir d'examiner avec ce projet de loi un texte, non pas dans des délais raisonnables, mais dans des délais qui permettent à chacune des deux assemblées d'y apporter son regard, son expérience, et donc de l'améliorer. La crise sans précédent que nous avons traversée justifie naturellement l'urgence et la rapidité d'examen des différents textes pour lesquels notre groupe, celui de l'Union centriste, a toujours apporté un appui constructif et bienveillant, car notre pays avait besoin de mesures urgentes, qu'elles soient sanitaires, économiques ou sociales. Avec 2 lois organiques et ordinaires, une loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire et 2 projets de loi de finances rectificative, le Parlement s'est largement mobilisé, même dans des conditions matérielles difficiles. Le gouvernement, afin de pouvoir agir vite, devait légitimement bénéficier du soutien préalable des législateurs que nous sommes, mais également sous l'œil des parlementaires soucieux du contrôle de l'action du gouvernement, que nous ne sommes pas moins. Néanmoins, même si l'état d'urgence sanitaire est toujours déclaré, nous sommes arrivés aujourd'hui dans une temporalité différente. Après la période de confinement qui a nécessité de légiférer rapidement, et donc le plus souvent par ordonnance, nous sommes désormais dans une période de déconfinement progressif qui ne doit pas être celle du maintien de l'état d'exception, mais celle de la préparation du retour à l'état ordinaire, habituel, et c'est valable pour la prise de toute décision démocratique. Ainsi, le recours massif aux ordonnances, tel qu'il était prévu par le projet de loi initial, ne se justifie plus, comme l'a d'ailleurs signifié le Conseil d'État. Ce positionnement a été repris d'abord par nos collègues députés, puis par notre commission des lois. Et sous l'impulsion des parlementaires, ce sont entre 3 et 4 fois moins d'habilitations à légiférer par ordonnance qui figurent dans le texte examiné en séance publique aujourd'hui. Les 10 habilitations restantes s'ajoutent d'ailleurs aux 57 ordonnances déjà prises en application de la loi d'urgence du 23 mars dernier. Au passage, il est illusoire d'imaginer que ces dernières seront ratifiées par le Parlement. C'est regrettable car une habilitation n'a de sens que s'il y a un contrôle de son utilisation par la ratification. C'est aussi dommageable à la qualité de la norme. Nous le constatons d'ailleurs avec le nombre d'amendements déposés sur ce texte. Ils viennent en quelque sorte combler les manquements, les oublis ou les erreurs des ordonnances déjà présentées par le gouvernement. Je prendrai l'exemple des difficultés pour certains contrats dans les structures d'insertion ou pour les oubliés de l'apprentissage. Au-delà de l'urgence et de la méthode que nous avons malgré tout suivie, il est toujours difficile pour un parlementaire d'accepter de se dessaisir au profit du pouvoir exécutif de son pouvoir de législateur. Ce n'est pas dans nos gènes, ici encore moins au Sénat. La notion d'urgence doit donc être prise avec gravité et j'invite chacun d'entre nous à l'utiliser avec parcimonie. J'aimerais à ce stade saluer le travail d'analyse et de proposition de nos 3 rapporteurs de la Commission des lois, des affaires sociales et des finances qui ont travaillé avec des objectifs communs que nous partageons. Premièrement, écrire en clair un maximum de dispositions. Deuxièmement, restreindre le champ des applications tout en les inscrivant dans des délais raisonnables, c'est-à-dire réduits par rapport au texte initial. Troisièmement, rétablir les consultations obligatoires. Et enfin, limiter au maximum les mesures du texte à des dispositifs dérogatoires en réponse à l'état d'urgence sanitaire. Le projet de loi qui nous est soumis contient des mesures très, voire trop diverses, qui ont parfois un caractère d'urgence, parfois un caractère de rattrapage et parfois un caractère d'opportunité. C'est entre ces 3 qualificatifs qu'il a fallu choisir pour enrichir et resserrer le texte présenté. Il nous faut néanmoins envisager les dispositions proposées à l'aune d'un double impératif, répondre à la crise par des mesures qui, pour la plupart, prolongent des décisions déjà prises et anticiper certaines décisions nécessaires à l'action. Sur le fond, vous l'aurez compris, nous partageons une grande partie de vos objectifs, Monsieur le ministre, Madame la ministre. Ce projet de loi vise à accompagner la reprise du pays à la sortie du confinement dans toutes ses dimensions, tout en le préparant aux échéances futures. Et je veux citer ici, évidemment, le Brexit. Face à un risque de récession inédite, il est essentiel de relancer notre pays, qui est aujourd'hui à l'arrêt. Les enjeux sont d'importance. Il s'agit d'assurer la continuité des services publics et l'organisation des pouvoirs régaliens et de réamorcer la pompe en relançant notre économie tout en évitant que les difficultés des entreprises ne se traduisent par un chômage de masse et par un accroissement des difficultés de nos concitoyens. C'est un enjeu immense.
Nombre de mesures proposées nous paraissent nécessaires, qu'elles touchent à la prorogation des divers mandats en dehors du champ politique, à la continuité des missions dans lesquelles nos forces armées sont engagées ou encore à diverses mesures sectorielles touchant au domaine de la recherche ou du sport, par exemple. Le projet de loi répond aussi à un souci de protection des salariés. Je pense notamment aux mesures qui favorisent la reprise d'activité des entreprises, tout en offrant un cadre plus sécurisant aux salariés. En revanche, certaines mesures, comme celles contenues à l'article 3, qui prévoit une mutualisation de la trésorerie de nombreux acteurs publics au sein du Trésor national, nous paraît manquer de préparation et de précision. Ces objectifs peuvent être entendus, mais il faut travailler à un meilleur encadrement et à une meilleure définition de son périmètre si vous souhaitez la rendre acceptable. En effet, elle pourrait priver plusieurs organismes publics ainsi que les collectivités territoriales de ressources induites en rigidifiant leur mouvement et besoin de trésorerie au seul profit de l'État. Nous devons pouvoir mesurer précisément son impact. Le rapporteur général et de nombreux groupes ont ainsi souhaité sa suppression dès le stade de la commission. Il faut la maintenir. À titre plus personnel, je me réjouis avec Catherine Di Folco, ma co-rapporteure du projet de loi de transformation de la fonction publique, que nous ayons pu faire adopter plusieurs amendements permettant notamment l'élargissement hors de l'état d'urgence sanitaire de la mise à disposition à titre gratuit des agents territoriaux ou hospitaliers auprès des hôpitaux ou des EHPAD, selon la volonté des employeurs publics, ou encore la neutralisation des effets de l'état d'urgence sur la transformation de CDD en CDI dans les 3 versions de la fonction publique. En conclusion, Madame la ministre, Monsieur le ministre, sans entrer dans plus de détails de ce texte, vous l'aurez compris, les membres du groupe de l'Union centriste soutiennent les orientations données à ce projet de loi et voteront donc en sa faveur, tout en conservant un regard naturellement attentif sur sa mise en œuvre. Je vous remercie.